Peillon vient d'un terme ligure qui désigne un site perché, un site en hauteur. Et c'est une racine qu'on retrouve dans plusieurs villages des environs, et puis dans la vallée du Paillon également. Beaucoup de visiteurs nous font remarquer que ce village leur rappelle des villages corses. Je ne pense pas qu'il y ait eu des relations entre l'île et ce moyen pays niçois, mais il y a toute une tradition à la fois culturelle, de civilisation liée au milieu, liée aux contraintes naturelles et qui est commune à toute la Méditerranée parce que certains y verront un village corse, d'autres un village grec, un village d'Afrique du Nord et donc il y a des similitudes tout à fait particulières. La Méditerranée forme un ensemble sur le plan du climat, des ressources naturelles et des civilisations qui s'y sont succédées. Je m'appelle Jean-Michel Rasky et je suis professeur d'histoire et de géographie et également président du syndicat d'initiative de Peillon depuis près de 20 ans. Le site a été occupé vers la fin du Xe siècle, dans les années 970-980. À une époque où il y avait des invasions sur le littoral. Et tout au cours du Moyen-Âge, bien sûr, il y a eu un donjon à l'emplacement actuel de l'église. Et les premiers habitants sont, semble-t-il, des habitants de Peille qui ont émigré, qui sont venus s'installer, créer une commune autonome, une communauté autonome, donc à cette époque-là. Et la plupart des maisons ont été construites au Moyen-Âge et puis sans doute rebâties au cours des siècles. Je pense que les maisons les plus anciennes ont peut-être aujourd'hui 400 ans environ. Sur le plan architectural, le village est tout à fait étonnant. D'abord, vous voyez qu'il s'imbrique parfaitement dans le soubassement rocheux. Et il y a aussi le resserrement des maisons et puis la sinuosité des ruelles qui font que c'est un milieu particulièrement rafraîchissant, ombragé et un ensemble donc que les anciens avaient su particulièrement bien aménager et qu'on apprécie énormément aujourd'hui en plein été lorsque la chaleur est accablante tout autour du village. Et puis il y a une particularité dans la distribution des habitations, c'est que la propriété est horizontale et non pas verticale. Quand vous avez une maison à 3 étages, il y a 3 niveaux différents dans lesquels on accède par des rues différentes. Et parfois, lorsque des gens ont acheté une maison entière, ils ont acheté 3 propriétés différentes. Et il n'y a pas d'escalier intérieur, ce sont des maisons étroites et on accède toujours par l'extérieur. L'eau est un problème capital dans tous les pays méditerranéens. Parce que contrairement à ce que l'on croit en général, il pleut beaucoup dans les régions méditerranéennes. Le problème, c'est que l'eau arrive lorsqu'on n'en a pas forcément besoin. Simplement, le terrain est un terrain calcaire, donc très sec en surface, les eaux s'infiltrent et l'avantage de Peillon est d'avoir tout autour de très nombreuses sources et très abondantes. Les populations ont longtemps vécu un peu repliées sur elles-mêmes dans un contexte économique rural. Et puis, depuis un peu plus d'un siècle, il y a eu un exode assez important, et essentiellement ici vers Monaco. Et donc, une population qui pouvait être estimée à peut-être 1 millier de personnes dans le village est très vite tombée à 200 ou 300 habitants. Et puis à peut-être 20 ou 30 habitants permanents il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y a entre peut-être 60 80 personnes qui vivent toute l'année dans le village. Et il se repeuple bien sûr avec la période des vacances. Et il peut atteindre peut-être 300 à 400 habitants à ce moment-là. Nous sommes ici au Portail, le portail d'entrée du village, et des anciens se souviennent de l'époque où le soir on fermait encore les portes du village. Bon, je m'appelle Alain Archidoc, je suis né à Moustier
Je fais partie de la dernière génération qui est née dans le village. Puis j'ai suivi un cursus universitaire qui a commencé à l'école de Moustier. J'ai terminé à l'université de Marseille où je suis encore. Et je suis biologiste, ce qui me permet à la fois d'être à l'université et sur le terrain qui est mon pays. Le nom, c'est simple, c'est Monasterium, hein, latin, comme tous les moutiers ou les moustiers. Donc c'est le nom qui a été donné lorsque les moines de Lérins sont venus s'installer là, dans les grottes, en petite communauté. Et donc on cristallisait un petit peu le développement futur du village. Et à partir de cette période-là, c'est-à-dire la fondation officielle de Moustier, le 5e siècle après Jésus-Christ, vous avez eu un développement du village avec, bien entendu, l'apparition la construction des immeubles les plus importants, comme l'église paroissiale, la chapelle, etc., avec des influences lombardes. Donc cette communauté s'est développée et a eu une activité de type industriel. C'était très rare dans les Préalpes du Sud, mais on peut considérer qu'il y avait une petite industrie à Moustier qui était due à la force des eaux qui sortent directement du rocher et qui était utilisée au maximum. Ce qui fait que les Moustirains, on a toujours dit que c'était des gens pauvres, fiers, feignants et gourmands qui ont l'huile et le pain sur leur terroir. Alors après cette période-là, bon, on avait quand même une vingtaine de potiers à Moustier, puisqu'on a les argiles du plateau de Valençol et il y avait quand même pas mal de mines dont étaient extraites à la terre. Et à partir de ces poteries, qui étaient quand même des poteries classiques provençales qu'on trouvait dans toutes les maisons rurales, a émergé l'artisanat de la faïence qui était beaucoup plus précieux, beaucoup plus riche, qui était réservé aux bourgeois, aux aristocrates, etc. Là, il y a eu une autre période qui est la période du 16-17e siècle, 17e-18e siècle. Ici, on a encore à Moustier des classes maternelles, etc. S'il y a pas mal d'enfants, c'est parce qu'il y a cet artisanat de la faïence qui crée pendant tout l'hiver pour la période estivale. Donc vous avez des tas de gens qui vivent du commerce, donc il y a des jeunes, donc il y a des enfants. Mais, ici, c'est le sanctuaire, hein, c'est le sanctuaire. Alors donc vous avez cette espèce d'ambiance un peu particulière qu'on retrouve dans beaucoup de zones méditerranéennes et avec une qualité de l'air un peu particulière aussi, qui est probablement microclimatique, mais enfin qui donne des émotions. Et c'est un sanctuaire qui est très ancien puisque probablement il a existé avant la chrétienté. Enfin, de mon point de vue, il a été récupéré un petit peu par la chrétienté qui s'est ressoudée là-dessus. La Vierge ici avait deux caractéristiques. On venait la prier pour la fertilité, c'est-à-dire que les femmes qui étaient stériles montaient pieds nus, etc., à la chapelle pour pouvoir avoir des enfants. Et par ailleurs, elle pouvait redonner vie aux nouveau-nés qui étaient morts, de façon à ce qu'ils aient le temps d'être baptisés et de rentrer donc dans le royaume de Dieu. On rebaptisait ces enfants, ils redevenaient un vivant quelques instants, et ensuite ils mouraient, et on les enterrait dans ce petit caveau qui est là derrière, où on voit encore de minuscules os de bébés nouveau-nés qui sont conservés. Moi, je me souviens avoir parlé avec un vieux de Moustier, là, un paysan. Alors on lui disait, tiens, et pourquoi vous n'allez pas faire un tour dans les gorges? Alors il nous répondait, mais crezes que ne viu pas prune des rocas, tu crois que j'en vois pas assez de rochers? Parce qu'il était toute la journée avec le paysage de rochers devant le nez, donc ça ne l'intéressait pas d'aller voir plus de rochers dans les gorges, quoi. Donc c'est vrai que les Moustirains étaient moins tournés vers les gorges. Actuellement ils sont, ça leur plaît plus, parce que bon, c'est vrai que Moustier est lié. En fait, cette falaise de Moustier, ça n'est que le prolongement de la falaise jurassique qui va jusqu'à Castellane, et même plus loin. Mais les gorges constituent un petit peu un appendice de Moustier, quoi. D'ailleurs, c'est un peu la porte des gorges du Verdon. Nous sommes dans un écrin de verdure, je pense que nous sommes dans une coquille.
Voilà, tout simplement, puisque du reste, conque vient du latin concha, coquille. Je m'appelle Jeanne-Marie Delbos et j'habite Conques depuis 16 ans. C'est la profession de mon époux qui nous a conduits ici. Et l'amour de Conques a fait que nous y sommes toujours. Conques se situe à 38 km de Rodez, à une soixantaine de kilomètres d'Aurillac ou de Figeac. Mais c'est surtout une grande étape sur le chemin de Saint-Jacques, ce chemin qui passe ici, donc c'est une halte principale. Mais ce chemin part du Puy. Le Puy Saint-Jacques, il y a 1500 km, le Puy Conques, environ 200 km. Et c'est une étape très très importante, car il ne faut pas oublier qu'ici, depuis le milieu du 9e, nous avons les reliques de Sainte Foy, qui était une jeune martyre d'Agen. Disons que aussi s'est passé des choses importantes ici par la suite. Il y a eu de nombreux miracles grâce à l'intercession de cette martyre, en particulier un nommé Guibert qui avait retrouvé la vue. Donc les gens qui se déplaçaient, diffusaient cette communication. Si vous voulez, c'était une forme de tourisme. Les gens venaient vénérer la sainte, l'implorer. C'était très important d'avoir des reliques ici à Conques. Et un trésor aussi s'est constitué ici à Conques grâce aussi à ces pèlerins, à ces gens qui croyaient. Et aussi grâce aux donations aussi de la famille carolingienne. Ici à Conques, il y a un magnifique trésor qui date de l'époque romane, qui a été protégé par les habitants de Conques. C'est cette histoire fabuleuse aussi de Conques. Ce souci de protéger le patrimoine, et je crois que ça continue et c'est extraordinaire. Ce tympan a été sculpté au XIIe siècle et est arrivé juste après la finition de l'abbatiale. C'est-à-dire qu'on a mis 75 ans pour construire l'abbatiale. Et dès que cet édifice a été terminé, on a sculpté ce tympan. Je pense que c'est le rappel à l'ordre. C'est l'incitation au bien. C'est le catéchisme imagé du XIIe siècle. C'est la bande de sculpté, voilà, par la bande de sculpté, un message. Voilà. Les bons, les mauvais. Le bien, le mal. 124 personnages qui sont là devant vous, qui attirent votre regard et que vous questionnez là, de votre regard. C'est vraiment une histoire fabuleuse, ce tympan. Voilà, ici nous sommes devant ce magnifique tympan et nous voyons le personnage principal, le Christ en majesté. Sur la droite du Christ, nous apercevons le cortège des élus. En premier, bien sûr, s'avance la Vierge Marie avec son manteau bleu, les mains jointes, suivi de Saint-Pierre, très reconnaissable avec la clé, détenant les clés du paradis. Et ensuite arrive le fondateur de l'abbaye de Conques, l'ermite d'Adon. À la base de ce tympan, nous voyons sur notre gauche l'ange qui accueille les élus qui vont rentrer dans la Jérusalem. Vous remarquerez cet ange qui a le regard tourné vers nous. Et les deux premiers élus, vous voyez, qui tendent leurs bras. Et nous remarquons aussi le 3 et 4e qui jette un regard inquiet sur ce qui se passe de l'autre côté. Le petit 5e qui colle son poignet dans la main de celui qui le précède. Et les
la tête contre l'épaule de celui qui le précède. Tandis que sur notre droite, nous avons ce démon avec une coiffure issurte, vous voyez, regardant ce qui se passe côté paradis, et en même temps avec sa massue, essayant de précipiter les suppliciés, les futurs damnés, dans la gueule du Léviathan qui est grande ouverte. Voilà le sort qui est réservé aux gourmands. Pendu par les pieds grâce à cette poulie et cette corde, maintenu par les cheveux, on lui fait régurgiter le superflu. J'aime mon village, c'est mon village. D'abord, nous sommes à Collonges. Collonges-la-Rouge, qui est célèbre dans le monde entier. Mais il faut que je vous explique Collonges. Parce que Collonges, on ne comprend pas toujours ce que c'est Collonges, on ne sait pas où ça se trouve, on ne comprend pas. Alors d'abord, nous sommes ici à l'entrée de Collonges, la vraie entrée. Le vieux village est là, le prieuré est derrière mon dos. Cette très belle maison, c'est la porte de la Sirène. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite sirène, parce que nous sommes ici dans la vallée de la Dordogne. Nous sommes dans le Haut-Quercy et pas dans le Limousin. Le Limousin commence à 100 mètres plus loin. C'était à la limite même. D'ailleurs, c'est pour ça que les pierres sont rouges. Elles viennent du Limousin, c'est du grès ferrugineux. Mais ici, si on creusait, on trouvait des calcaires, des pierres blanches. Alors, ça a été mené par les moines qui, au XIe siècle, fin du XIe siècle, sont venus de Charoud et Charente. Ils cherchaient un endroit, ils avaient beaucoup de vocations à l'époque. Et ils ont décidé de créer un prieuré. Les moines ont créé la vigne. Et d'ailleurs, ça a été la fortune de Collonges. Ce sont eux qui, dans toute cette région, ont implanté la vigne. Il y a eu énormément de vignes ici, tout était en vigne. D'ailleurs, il y a une histoire sur Collonges, c'est qu'il y a toutes les maisons de Collonges, toutes ont des caves voûtées. Pour faire le vin, il faut des caves, des bonnes caves. Sauf deux maisons n'ont pas de caves voûtées, deux. L'église et une chapelle des pénitents, c'est celle qui servait aux pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Toutes les maisons ont des caves voûtées, des tours en vigne. D'ailleurs, vous pouvez voir, même derrière moi, il y a des treilles encore après les maisons, parce qu'il y a une tradition ici, c'est qu'on fait toujours planter des treilles après les maisons. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Collonges s'appelle Collonges-la-Rouge. D'abord, lorsque les moines sont venus, ils ont trouvé des carrières de pierre rouge en Limousin, de l'autre côté de la route. Ils ont trouvé une pierre très belle, qui se sortait très bien de carrière, qui se travaillait très bien et qui, lorsqu'elle était bâtie, n'était pas gélive. Elle ne gèle pas. Peu à peu, Collonges s'est appelé peu à peu la Rouge. Et il nous arrivait des choses assez intéressantes. Ça se disait dans le public. Nous recevions des lettres, des cartes postales, même parfois de l'étranger, disant Collonges-la-Rouge. Mais il n'y a pas très longtemps que ça s'appelle Collonges-la-Rouge, c'est moi-même qui ai proposé ça à mon conseil municipal et nous avons fait une espèce de dossier très important qui est passé en conseil des ministres. Parce que Collonges, autrefois, il y a 20 ans, ne s'appelait que Collonges. Et maintenant, c'est obligatoire, les postes, tout ça, les timbres, c'est Collonges-la-Rouge. Beaucoup nous demandent comment était Collonges et comment Collonges est comme ça maintenant. Après la disparition de la vigne en 1880, vigne qui a été vraiment démolie par le phylloxéra, une très grande partie des habitants de Collonges sont partis, et en général à Paris. Il y avait presque 2000 habitants à l'époque. Et Collonges est descendu, entre le départ, l'exode et la guerre de 14, est descendu à près de 300 habitants. Et Collonges est tombé peu à peu en ruine. Lamentable. Jusqu'au moment où, en 1932-33, des gens de goût sont aperçus que c'était dommage de laisser tomber un village si beau, mais c'était presque en grande partie en ruine. Des peintres sont venus et une association, les Amis de Collonges, s'est créée pour sensibiliser l'opinion publique, les beaux-arts, les artistes. Et ils ont fait une très belle œuvre, ils ont remis en état une chapelle qui était presque démolie et qui servait de lieu de rencontre pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque nous sommes d'ici une des étapes, une grande étape sur le grand pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis la guerre est arrivée, et après, lorsque moi-même, avec mes amis, nous sommes pris la responsabilité de la commune, sommes attachés à remettre Collonges en état, à réparer. Et puis maintenant, il faut le dire que le tourisme apporte beaucoup.
Nous recevons ici 550 000 visiteurs par an d'un petit village comme ça. Le bourg n'a que 120 habitants. La commune a 380 et nous recevons 550 000 visiteurs. Et ces visiteurs, quand même, ont permis de développer le commerce, l'artisanat, permis à certains agriculteurs qui font des produits de qualité de rester. C'est un village qui vit. Vous savez que dans le village, l'important c'est la vie. On n'aime pas les choses mortes. Pour voir Connange, il faut, dit-on, 20 minutes, 20 heures, 20 jours, 20 mois, 20 ans. Et moi, il y a 70 ans, je suis même plus. Et j'aime davantage Connange tous les jours. Pour moi, que je vous dise, l'origine de Balazuc, c'est Bala du Nant, ça veut dire, je crois, en latin, éperon rocheux sur une falaise. Et pour à la fois se défendre des envahisseurs et puis de notre côté, disons, être près d'un point d'eau. Bon, alors je m'appelle Guy Boyer, je suis né dans le village ici. Oui, je suis né ici, oui. Sur ma carte d'identité, c'est assez rare, mais aujourd'hui on est à Aubenas. Hein. Disons que je fais partie des rares spécimens, ceux de mon âge, on est tous nés dans nos maisons. Moi j'ai connu, si vous voulez, une autre génération. Hein. Je me rappelle des gens qui allaient, des femmes qui allaient laver le linge à l'Ardèche avec sur la tête un panier. Hein. Parce que le problème de l'eau ici a été quelque chose d'important. On a l'adduction d'eau depuis 1957. Bon, auparavant, dès qu'arrivait l'été, c'était l'angoisse. Hein. Il y a des citernes de partout ici, mais bon, les citernes, elles se vident aussi. Hein. Et bon, les citernes, vous savez bien, elles se remplissent à l'automne, quoi. Balazuc, à sa création, comme tous les villages de la Basse-Ardèche, vivait en autarcie. Disons que les gens étaient des ruraux, avec des corps d'artisanat qui, bien sûr, étaient complémentaires de la vie rurale. Mais on vivait de céréales, on vivait pas de pâturage, puisque la nécessité, c'est la chèvre, hein, donc le laitage se tenait là. Et disons qu'il y a eu de la vigne, effectivement, en tout temps. On a vécu, disons, au siècle dernier jusqu'à la dernière guerre, autour de l'élevage du ver à soie. Et c'était souvent les maisons les plus prospères qui vivaient de cette spéculation. 280 habitants aujourd'hui, disons qu'au début du siècle, c'était autour de 700. 700 habitants avec peut-être 9 cafés, ça c'est un indice. 9 bistrots, disons, peut-être 2 coiffeurs. 2 forgerons. Forgerons, ça a trait à l'agriculture. Et puis d'autres corps de métier hein, qui ont complètement disparu aujourd'hui, mais qu'on retrouve dans toute l'historique de la Basse-Ardèche. Disons que l'avènement du chemin de fer a été un événement considérable parce que les gens du pays sont allés travailler à la construction de la voie ferrée. Mais disons que ça a été aussi le premier échappatoire à la fuite, en ce sens que allant travailler, comme on disait, à la pause, ils ont eu des salaires qu'ils n'avaient pas dans leur milieu rural et disons que ça leur a ouvert les yeux et à partir de là, ça a été un peu le début de l'hémorragie. Ensuite, il y a eu la guerre de 14 et puis disons que l'attraction des villes proches comme Lyon, Marseille, Grenoble, mais essentiellement cela. Mais je pense que le début de la fuite, c'est le cas de le dire, c'est que bon, les gens se sont ouverts au voyage. Hein. Enfin, d'une manière tout à fait petite, enfin tout à fait sobre. Le quartier du Portalaz est le quartier le plus élevé. Le donjon ici a certainement servi à une époque de prison, puisque l'accès à l'étage supérieur ne se fait que par une fenêtre, donc il faut joindre une échelle. Et c'est le départ des petites rues qui s'acheminent vers l'intérieur du village. Au début du siècle, disons, pour les commodités et pour permettre la circulation des charrettes à bœufs ou à chevaux, nos ancêtres, disons, sans tenir compte de l'intérêt du site parce que la vie était difficile et disons qu'ils n'avaient pas la culture suffisante pour ressentir tout ce qu'on peut ressentir aujourd'hui,
Donc on crée des voies d'accès et on souvent détruit certains remparts, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des portes entre autres qui ont disparu dans leur quasi-totalité. Les falaises, disons, et les chênes qui sont derrière, c'était le lieu de prédilection des petites chèvres. Et quand nous étions gamins, les uns ou les autres, nous allions garder les chèvres, disons, et le matin très tôt, et aux vacances de Pâques, dans cet environnement, disons, très champêtre et très printanier. C'est là que je lisais chaque printemps, disons, les Misérables de Victor Hugo dans ces 3 tomes. Pérouges est une petite cité médiévale située sur un petit mamelon en bordure de la Dombe. La Dombe qui est des vestiges d'une moraine glaciaire, à peu près à 35 km de Lyon et également 35 km de Bourg-en-Bresse. Pérouges reste tel que parce qu'il a une chance, il n'a pas brûlé, alors que beaucoup de petits villages ont brûlé. Lui n'a eu la chance de ne pas avoir d'incendie. Il faut dire aussi qu'il a eu une autre chance, c'est qu'il a bénéficié de franchise, il a appartenu à l'évêché de Lyon, ce qui fait que les Bourguignons, les Dauphinois qui étaient toujours en conflit, passaient tout autour de Pérouges pour aller s'ensanglanter un petit peu plus loin, mais ils épargnaient Pérouges. Je m'appelle Serge Pillard et je suis installé à Pérouges depuis à peu près 35 ans. J'exerce le métier de sculpteur céramiste. Ce n'est pas parce que je suis dans un cadre ancien que l'on doit faire de la copie d'ancien. Hein, la véritable tradition est vivante. Pérouges menace ses ruines, et c'est à ce moment-là que différentes personnes de Pérouges ou des Lyonnais, beaucoup d'artistes, des intellectuels ou des universitaires se sont intéressés à Pérouges et ont créé une association, un comité pour la sauvegarde de Pérouges. Alors ils ont eu à intervenir contre le pouvoir en place, le pouvoir municipal, qui donnait ordre de détruire ces maisons. Donc il y a eu un mouvement je ne vais pas dire de contestation, mais de protestation, qui était assez énergique pour empêcher ces destructions. Donc ça a été sauvé, mais ces personnes ont fait un très bon travail. Mais avec le recul, bon, certaines se sont retirées, enfin la vie est comme ça, certaines sont rentrées dans leurs pantoufles, mais certains sont restés, mais avec une conception qui était un peu celle qui datait de Viollet-le-Duc, et qui s'intéressait qu'à la pierre. Hein, et ça, on peut tout de suite mettre ça en opposition avec l'idée de Malraux en 1963, qui, lorsqu'il s'est intéressé à la protection du patrimoine, a dit « les hommes avant la pierre, il faut intéresser les habitants à leur pierre et après les aider ». Or, le travail qui a été fait à Pérouges n'a porté que sur la pierre et on incitait à la limite presque les gens à quitter les lieux. Et chaque fois qu'une vieille dame disparaissait, eh ben, on ne songeait qu'à acheter sa maison, ce qui était une solution, hein, c'était un peu dans l'esprit de l'époque, mais c'est ce qui fait que Pérouges a été mort. Alors là, nous sommes près de maisons du 15e, qui ont été remaniées en plusieurs fois, c'est évident. Et ce qu'on peut remarquer, tout en haut, vous verrez, il y a des pièces en pierre, qu'on appelle des corbeaux, qui ici ont la forme de crochets. Ils servaient à étendre les pièces de chanvre des tisserands qui habitaient dans ces maisons. Ils les mettaient là pour les faire blanchir au soleil, puis pour les faire sécher. C'est l'une des petits chefs-d'œuvre de Pérouges, c'est notre arbre de la liberté, qui a été planté à la période révolutionnaire. Le premier aurait été planté en 1792.
Sur insistance de volontaires marseillais et drômois qui montaient sur Paris, la patrie était en danger et ils faisaient étape à Pérouges. Les Pérougiens n'étaient pas très révolutionnaires, enfin, à part deux ou trois, et ils n'avaient pas planté leur arbre de la liberté, donc ils ont insisté pour qu'il soit planté. Mais les Pérougiens n'ont pas beaucoup arrosé, ce qui fait que le premier a péri. Et donc il a été planté un autre tilleul 2 ou 3 années plus tard. Bon, alors vous voyez qu'ici on a des tuiles creuses, on est à la limite de la région, on a des tuiles dites romanes. Alors ces tuiles fabriquées dans la région étaient faites en un premier temps sous forme de plaques, un peu en forme de trapèze, et pour leur donner la forme, elles étaient posées dans certains ateliers sur les cuisses pour les galber latéralement. Mais souvent, les tuiliers recherchaient des ouvrières qui avaient la cuisse un peu plus dodue pour qu'ils soient également galbés dans l'autre sens, ce qui donnait beaucoup plus de solidité à la tuile. En quelque sorte, là, l'artisan tuilier avait un droit de cuissage sur ses ouvrières. Bonneval est en bout de la vallée de la Maurienne, à 1850 mètres d'altitude, au pied du col de l'Iseran, et à 40 km environ de Modane par une route. C'est une rare station de sport d'hiver qui s'atteint sans chaîne, sans rien, par une route absolument normale toute l'année. Je m'appelle Claude Guillot, j'habite Bonneval-sur-Arc, je suis agriculteur. Je passe pas mal de mon temps à la gestion de la commune et je vis de location d'appartements, donc ce qui implique l'entretien de ceux-ci, la construction de ceux-ci, voilà. Bonneval, tel que vous le voyez actuellement, là sous vos yeux, était à peu près identique au XVe siècle. Au XVe siècle, il était ce qu'il est maintenant. Quelque chose près, à part les routes goudronné, autrement il n'a guère changé depuis cette époque. L'architecture de ce type de maison, vous pouvez le constater, et surtout la particularité est surtout d'avoir des arrières en étrave, destinées à casser l'impact de l'avalanche sur ces constructions. Et elles sont d'autant plus massives, et plus elles étaient massives, plus elles étaient résistantes. Et parce qu'il y avait un effet de souffle terrible, l'avalanche arrivait à traverser le village il y a une trentaine d'années ou 40 ans. Et de plus, les toits sont d'une grande résistance parce que le poids des lots est d'environ de 120 à 130 km², même 140, plus une tonne de neige minimum à supporter. Comme vous pouvez le constater, les toits, bon, on voit déjà l'arrondi pour n'avoir aucun impact avec les avalanches, et aussi la forme des toits surbaissés à l'arrière, et tous les toits sont les uns alignés par rapport aux autres pour que la coulée passe par-dessus. Il n'y a que des jeunes à Bonneval qui sont agriculteurs parce que ça fait partie de la qualité de vie. Personne ne veut quitter la terre. On veut bien être hôtelier, on veut bien faire de la para-hôtellerie, on veut bien travailler sur les pistes, mais à condition d'être agriculteur. Avant qu'on fasse la station de ski, il restait 40 vaches à Bonneval, environ. 3 ans ou 4 ans après la création de la station, il y avait 200 vaches, il restait une cinquantaine de moutons. Et maintenant, il y a je sais pas combien, 1800 ou 2000 moutons. Il y a 500 chèvres. C'est fou. Bonneval, il y a le village, plus un hameau qui s'appelle l'Écho, qui est à 4 km, qui est un village perché sur un piton, sur une bosse rocheuse, et qui est, alors lui, n'a absolument pas été touché, et qui est resté tel quel.
mais qui malheureusement n'a plus d'habitants permanents. Bon, voilà l'Écho, hameau de Bonneval. C'est là que j'habite une grande partie de l'année. C'est mon univers, sentimentalement, je n'imagine pas que je puisse vivre autre part. Alors je suis le seul habitant réel. Il y a des vacanciers qui viennent un mois, 15 jours. Mais moi je monte du mois de mai au mois de novembre. Et, c'est un endroit qui permet de se retrouver un peu. Parce que Bonneval, pour moi, c'est la ville, le village, lorsque je descends. Nous sommes à Noyers-sur-Serein. Noyers-sur-Serein, nous sommes sur les bords de la rivière, au pied des remparts, qui s'étalent du XIIe au XVIe siècle. Et je suis Marc Alméras, je suis professeur d'histoire et de géographie au lycée d'Avallon, à 30 km d'ici. Je ne suis pas tout à fait natif de Noyers, ça serait faux de le dire, mais je suis descendant de Nucériens. Les habitants de Noyers s'appellent les Nucériens. Si l'on prend avec une vue assez large, on peut dire qu'il y a trois phases importantes dans l'histoire de Noyers. Noyers est importante à l'époque romaine, au IIIe siècle de notre ère. Il est probable que la population dans la région était supérieure à la population actuelle. Il y avait, on peut estimer, une vingtaine d'habitants par kilomètre carré dans la région à l'époque romaine. Il y avait des villas romaines tout le long de la vallée du Serein. Deuxième époque prestigieuse pour Noyers, le XIIIe siècle, la transition entre le XIIIe et le XIVe siècle, parce que le seigneur de Noyers a joué un rôle à la cour de France. Mille de Noyers sera maréchal de France et exécuteur testamentaire du roi Philippe V le Long. Troisième période de grandeur de Noyers, le XVIIIe siècle, où le seigneur de Noyers, le duc de Luynes, fait prospérer la ville. Et c'est probablement au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle que Noyers a connu son maximum de population, aux alentours de 2000 habitants. Bon, on dit qu'au XVIe, il y avait 529 familles, mais les sources ne sont pas absolument certaines. Depuis le XIXe siècle, il y a un déclin démographique continu. Ce déclin qui est très précoce, dès le début du XIXe, dès 1821, et déclin démographique qui a été précipité par la guerre de 14, qui a fait une saignée épouvantable dans la jeunesse du pays. Noyers a été jusqu'à l'aube du XIVe siècle, l'extrême fin du XIIIe, ce qu'on appelle un franc alleux noble, c'est-à-dire que c'était une petite seigneurie indépendante. Ce n'est qu'en 1295, donc tout à fait à la fin du XIIIe siècle, que le seigneur de Noyers, 1000, selon les chronologies on l'appelle 1006 ou 1010, appelons-le 1010 pour simplifier les choses, parce que c'est comme ça qu'il est le plus souvent connu, 1010 se vend, il n'y a pas d'autre mot, au roi de France. Il vend sa fidélité, il vend son hommage au roi de France, il vend 7000 livres au tournoi, et puis après il va se retourner vers le duc de Bourgogne et il va se vendre au duc de Bourgogne également. Donc il est à la fois français et bourguignon. Et Noyers connaît une période d'expansion extraordinaire au XIIIe siècle parce qu'il se trouve à la jonction de deux régions, ou même de trois, la Bourgogne, la France et la Champagne. Nous sommes devant la maison des corporations. Cette maison comporte un certain nombre de poteaux sculptés avec des images de corporations. Ici, vous avez un ange porteur d'un emblème. Au-dessus, il devait y avoir une statue sous ce gable gothique remarquable. Cette maison est datée de l'extrême fin du XVe ou du début du XVIe siècle. Et puis ici, c'est très intéressant, vous avez un personnage qui est un soldat de la milice bourgeoise, un garde de Noyers. Vous voyez que c'est un bourgeois avec son chapeau de bourgeois, mais qui est équipé pour la défense de la ville. Nous sommes ici face au troisième poteau de la maison des corporations, c'est le poteau cornier, c'est tout sculpté dans la masse dans un seul tronc de chêne, avec deux statues représentant d'une part Saint-Crépin, le patron des cordonniers qui taille le cuir, on voit ici le tranchin, et d'autre part Saint-Crépinien, le patron des savetiers qui coud le cuir. On le voit assis sur son trépied avec une courroie qui passe sous son pied qui permet de coincer la savate qu'il est en train de coudre avec son haleine. Alors, l'église Notre-Dame date de l'extrême fin du XVe siècle, début du XVIe. Il y a dans la sacristie, sur un linteau, il est inscrit la date de fondation,
en mai 1491 et sa date d'achèvement en août 1515. La particularité de cette église, c'est qu'elle ne se trouve pas au centre du village, parce que jusqu'à la fin du XVe siècle, l'église paroissiale se trouvait en dehors du bourg. Et en 1489, les habitants du bourg ont décidé de construire à leurs propres frais une nouvelle église dans les murs. Ce qui fait qu'ils l'ont construite là où il restait de la place. Nous avons là la seule trace de la vitrerie d'origine de l'église du milieu du XVIe siècle, qui sont des vitraux extrêmement fins, en grisaille et au jaune d'argent. Nous sommes au lieu-dit le Saut-Parabin, juste entre le château qui est ici et la ville qui est face à moi. Et quand j'avais 7 ans, je venais souvent ici avec mon grand-père et je me souviens de ce jour de fin des vacances où j'ai trouvé que le paysage était tellement beau que je me suis senti amoureux de ce lieu et amoureux à la fois de l'histoire et de la géographie. Le banc communal a approximativement 300 hectares de vignes. Et nous avons la chance d'y avoir 2 grands crus, là où nous sommes actuellement, qui s'appelle le Chenambourg, qui est un des meilleurs terroirs d'Alsace, surtout le Riesling y réussit admirablement bien. Et un peu plus loin, à 1,5 km, nous avons le Sporen, qui lui est un terrain très lourd qui confère au Gewürztraminer ses lettres de noblesse. Alors je m'appelle Daniel Wiederhirn. Je suis vigneron ici à Ricquewihr, petit village viticole à 13 km de Colmar. En fait, c'est plus qu'un village, c'est une ville. Et ceci depuis le XIIIe siècle. Et la viticulture de tout temps a occupé le travail des hommes. Tout le monde était viticulteur dès les origines, tous les Ricquewiriens pratiquement, sauf le curé bien entendu. Disons que la ville de Ricquewihr a eu un passé très mouvementé. Elle a été nommée ville dès la fin du XIIIe siècle. C'est alors à ce moment-là qu'elle a été entourée de murailles. D'abord une première rangée de murailles qu'on voit ici juste en dessous. Puis par la suite une deuxième rangée de murailles en 1500, puisque les armes à feu ont apparu et les premières se révélaient plus assez efficaces. On a donc doublé l'épaisseur des murs et on a rajouté des fortifications vers le sud où la place permettait de le faire. Alors là, c'est la deuxième ligne des remparts. Tout d'abord, rempart absolument défensif. Et lorsque les temps semblaient plus sûrs, à la fin des hostilités, on y a greffé des petites maisons adossées dessus. Petites maisons modestes, certainement de petits vignerons. Nous sommes dans la rue principale, appelée rue du Général de Gaulle, qui est bordée par des édifices somptueux, travaillés, sculptés. Et cette rue se termine par un monument dont nous sommes très fiers, étant ricquewiriens, c'est le Dolder. Le Dolder qui signifie en fait beffroi, puisque c'est la tour de guet de Ricquewihr, le point culminant de la ville, érigé au XIIIe siècle. Il présente une architecture à la fois très gaie, très rieuse vers l'intérieur de la cité et très militaire du côté extérieur face aux assaillants. Pratiquement toutes les maisons sont datées à Ricquewihr et ceci entre le XVe siècle et le XVIIIe. La plupart des dates sont du XVIe. Ici, par exemple, c'est l'emblème de corporation d'un boulanger-pâtissier de l'époque, puisque vous avez la bretzel, qui est un gâteau salé tout à fait régional, et un petit pain avec la date de construction de la maison, 1674. Oui, alors ici, vous pouvez voir une date remarquable, 1494. Ça fait peut-être penser à 1898, mais en regardant bien, on s'aperçoit que ce sont des demi-8, et la moitié de 8 fait donc 4. Alors ici, nous avons la tour des voleurs. C'est une tour d'angle construite également au XIIIe siècle. Étant donné qu'on n'a pas construit ici de deuxième ligne défensive, on estimait que c'était assez protégé comme cela. Une des particularités de cette tour, qu'elle renferme une magnifique salle des tortures qui n'a pas bougé depuis l'époque où elle a été construite. Elle date du XIIIe siècle. Et la torture pratiquée ici, c'était l'estrapade. Alors nous sommes ici sur la place des Trois Églises. Ici l'ancienne église Saint-Érard, à côté l'église Notre-Dame. Derrière moi, l'église Sainte-Marguerite, actuellement temple protestant. Puisqu'il faut savoir qu'à Ricquewihr, depuis la réforme introduite en 1534, il y a à peu près maintenant 60% de protestants, 40% de catholiques. Mais tout le monde règne dans une très bonne amitié. On est loin des guerres de religion.
Alors moi qui habite Riquewihr, je m'en suis jamais lassé. En allant aux vignes ou faire mes courses, on voit toujours des détails d'architecture. On est toujours fasciné par ce qu'ont fait nos ancêtres. Et c'est quand même ici nos racines, et je crois que les Riquewiriens aiment leur ville profondément et s'y sont très attachés. Bien, je suis Jean-Yves Nicot, je suis né à Locronan, j'habite Locronan, après avoir, comme beaucoup de Bretons, été obligé d'aller un tout petit peu partout pour gagner ma vie, mais sans avoir jamais rompu d'attache avec la Bretagne, bien sûr. Et actuellement, je suis un commerçant, j'aide mon épouse qui tient un commerce à Locronan. Géographiquement, Locronan est au bord de la mer, presque. Nous sommes à 5 km de cette magnifique baie de Douarnenez. On est très près de pôle urbain parce qu'on est à 10 km de Douarnenez et à 15 km de Quimper. Locronan qu'on voit aujourd'hui est en fait un condensé de plusieurs siècles. L'église date du XVe et l'ensemble des maisons en général du XVIIe et du XVIIIe est dû bien sûr à la richesse de la toile à voile à Locronan, industrie qui s'instaure à partir du XVe siècle en raison des donations que les ducs de Bretagne ont faites à Locronan, d'ailleurs qui ont permis de construire cette magnifique église en forme de cathédrale comme l'avait voulu François II. Le père d'Anne de Bretagne, et les ducs de Bretagne, pour remercier Ronan de leur avoir donné des héritiers, parce qu'ils venaient prier Ronan, bien sûr, qui avait hérité du culte de la fécondité de l'ancien Néméthone, eh bien, ont exempté Locronan de droits, de toutes sortes de taxes, ce qui fait qu'une manufacture de toile à voile s'est installée à Locronan et qui vendait ses toiles à l'ensemble des marines j'allais dire, de l'Europe entière, 15e, 16e, 17e, jusqu'au 18e. D'où ces maisons construites par les négociants, par les officiers du roi, par la Compagnie des Indes, par les notaires qui établissaient les contrats de vente internationaux. Alors, la notoriété des voiles de Locronan était telle, les voiles tissées à Locronan avaient deux noms. Dans l'Europe du Sud, on les appelait des Poldavie, du nom du port d'embarquement qui était Pouldavit, qui est aujourd'hui Douarnenez. Et par contre, dans l'Europe du Nord, elles ont gardé le nom de Locram, Locrène, qui était une déformation du nom de Locronan, bien sûr, déformation causée par l'usage du nom, répété combien de fois. Et un grand auteur comme Shakespeare cite ce nom de Locram et de Locrène, j'allais dire presque à longueur d'ouvrage, chaque fois qu'il parle de tissu, de lin. Il y a une petite déformation de sens, bien sûr, on est passé du chanvre au lin, mais l'origine du nom de Locronan, donc cité du tissage, cité presque unique en Bretagne à l'époque, et donc même au niveau européen, est certainement attesté donc, dans Shakespeare. Le nom de Locronan vient en fait du latin locus ronani, ce qui veut donc dire le lieu de Ronan, avec une connotation donc au Xe siècle où le nom s'est formé, de locus, de lieu saint de Ronan. Ronan était un évêque irlandais, c'est à peu près attesté maintenant, et qui est donc qui certainement était à Rome et qui est donc venu évangéliser cette région et qui en fait était un peu un îlot encore consacré au culte celte vers le 7e siècle, alors que toute la région était christianisée aux alentours. Le culte celte, d'après ce qu'on en sait, et on en sait de plus en plus depuis, mettons, une dizaine ou une quinzaine d'années, était un culte lié à la fécondité. À l'époque ancienne, le culte de la fécondité était lié à un parcours, était lié à un néméthone. Le néméthone était un lieu sacré, c'était un temple. Les Celtes ne construisaient pas de temple, ou très peu, peut-être en bois, c'est la raison pour laquelle il n'est resté aucune trace. Et ce culte donc était inscrit dans une grande clairière au milieu d'un bois qu'on appelait néméthone et qui était donc un quadrilatère sacré d'une douzaine de kilomètres à peu près de périmètre.
Le culte Renan, l'intelligence de Renan a été en fait non pas de supprimer ce culte ancien, ce qui en fait je crois n'aurait pas supprimé la pratique de ce culte ancien, parce que les gens auraient sans doute continué, mais a donc été comment dirais-je, de glisser à l'intérieur d'un, comment l'appeler, pas d'un squelette, mais enfin de glisser à l'intérieur d'une ossature plus exactement païenne, un culte, le nouveau culte. Et ce qui fait que les gens sont passés, comment dire, insensiblement de l'ancien culte à un nouveau culte. Au lieu de vénérer Anne, qui était la déesse mère des Celtes, eh bien on a vénéré Sainte Anne, mère de la Vierge. C'est un tout petit exemple, mais il y en a plein d'autres comme cela.